Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du Talk by Let's Go Metz. Alors aujourd'hui, un programme alléchant. On va parler de Metz Handball qui continue sa préparation avec une semaine chargée en matchs amicaux de niveau européen. Dès ce soir face à Bietigheim par exemple. On évoquera le mercato des Dragons. On reviendra bien entendu sur les départs et sur les arrivées pendant cette intersaison du côté des arènes de Metz. Et en deuxième partie d'émission, on est obligé, on reviendra bien évidemment sur la déroute du FC Metz dimanche à Rennes pour son premier match, une défaite 5-1 pour commencer cette saison qui s'annonce déjà très très longue. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie, notre rédactrice et spécialiste de handball. Bonjour Virginie, comment vas-tu ? Bonjour, très très bien, je vais bien, oui. Ça va, l'attente de la reprise des championnats de hand n'est pas trop longue ? Si, depuis juin, là, je n'ai qu'une impatience, c'est de retourner dans les salles pour suivre la saison. D'accord. Bon, avec nous également aujourd'hui, il regrette déjà d'avoir repris son abonnement à Saint-Symphorien. Arthur Carmier, comment vas-tu, mon cher Arthur ? Bah ça va très bien, écoute, je ne regrette pas la reconduction tacite de mon abonnement, mais c'est vrai que cette déroute à Rennes, alors autrefois le stade de Rennes s'appelait le stade de la route de Lorient, là c'est le stade de la déroute de Lorient, donc c'est quand même assez terrible. J'espère quand même que ça va pas être ça toute la saison, quoi. Ouais, on espère. Et enfin, un invité particulier pour ce deuxième numéro, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on l'accueille ce soir, Kevin Bignocci, le fondateur et ancien président de Let's Go Metz. Comment vas-tu, mon cher Kevin ? Bah écoute, ça va super bien. Et puis en tout cas, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir que j'ai de pouvoir rediscuter avec vous sur l'actualité du sport à Metz. Et je suis très content d'être là. Alors, plaisir partagé. Alors Kevin, on rappelle, hein, tu as créé Let's Go Metz en 2017. Quelques mois avant que je rejoigne l'équipe. Voilà, on est vieux, hein, donc j'ai rejoint l'équipe quelques mois après, donc je t'ai rejoint avec notre ami Julien. Donc tu as été à l'origine aussi de la montée en puissance progressive du média, et bah, tu as dû nous quitter il y a maintenant quelques années pour des raisons professionnelles, mais je crois savoir que tu gardes toujours un œil avisé sur notre travail et peut-être une pointe de fierté. Ouais, clairement, franchement, je continue à suivre tous les articles, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Franchement, je suis super content parce que c'est clairement en fait l'identité du projet qu'on avait mis en 2017 avec Julien, avec toi Gérald, Arthur qui nous a rejoint, puis Mathieu, qui perdure et qui fait même que grimper. Et franchement, je suis super fier de vous. C'est vraiment super ce que vous faites. Ça fait énormément plaisir d'entendre ça. Sans plus attendre, on va commencer par parler de Metz Handball, donc les Dragons, qui intensifient leur préparation avec une opposition ce mardi face à Bietigheim à Étangeband et pas à Metz. Allez savoir pourquoi. Un match à guichet fermé d'ailleurs hein, pour les jaunes et bleus qui retrouvent enfin leur public pour la première fois depuis leur victoire donc en Coupe de France à l'Accor Arena. Alors Virginie, je te passe la parole. Metz Handball avait déjà affronté Bietigheim il y a une quinzaine de jours. L'effectif était pas au complet, il y a eu une défaite à la clé, mais cette fois ça y est, les forces vives sont de retour. En effet. Pendant le premier match, l'effectif était quasiment au complet. Enfin, il manquait juste Jazz Chambertin et Anne-Mette Hansen pour blessure. Et donc là, oui, l'effectif n'est pas tout à fait au complet parce qu'il manquera une joueuse importante. Donc là, oui, après le retour des internationales, après le stage d'Olivier Krombols, là tout le monde est au point, parce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner tout ensemble et de faire 3 matchs amicaux depuis, donc contre Bietigheim, Copenhague et le Rapid Bucarest, de vivre une semaine ensemble à l'étranger, justement pour se préparer à vivre une saison sur les routes durant la Ligue des Champions. Donc, alors voilà. Bietigheim, j'ai bien retenu, donc on ne dit pas Bietigheim mais Bietigheim, désolé les copains allemands, je me suis trompé, c'est Bietigheim. Alors Arthur, je crois que Virginie parlait d'une joueuse absente, une absence de taille, hein, avec l'absence de Louise Burgard qui s'est blessée à la main à l'entraînement et qui apparemment devrait être absente 3 à 6 semaines. Coup dur à un mois de la reprise du championnat. Ouais, effectivement, c'est une petite tuile quand même, cette absence de Louise Burgard.
fort heureusement, ce n'est que 3 à 6 semaines d'absence. Elle devrait revenir quand même assez rapidement. Et c'est pas une blessure musculaire ou quoi, c'est une blessure à un doigt. Donc dès qu'elle va revenir, elle sera vraiment à 100% de son potentiel physique. Mais ça va être intéressant sur cette préparation de voir comment Emmanuel Mayonnaise peut composer sans Louise Burgard. La seule arrière droite professionnelle de métier, ce sera Emma Jacques, l'internationale française formée à Metz Handball. Et donc, on verra qui va dépanner sur la base arrière. Est-ce que Aline Grissels va dépanner à droite? Est-ce qu'on va changer des choses? Est-ce qu'on va appeler une jeune du centre de formation? Ça va être intéressant à voir. On aura un élément de réponse dès ce mardi 15 août contre BT Game. Désolé, je le prononce à la française, à Étanges-Grande. Donc voilà, ça va être intéressant de voir, mais je pense que le staff messin a quand même pas mal d'idées. Reste plus qu'à les mettre en pratique, et c'est à ça que ça sert les matchs de préparation. Alors j'aimerais qu'on revienne justement, mes amis, sur cette intersaison et ce nouveau visage, encore une fois, de Metz Handball. 9 départs, donc on va rappeler Bruno De Paola, Tamara Horacek, Laura Canor qui est partie, Kamila Misijevic, Debbie Bont, Noémie Barthélémy, Valeria Maslova, même si on l'a pas beaucoup vu la saison passée, et puis les jeunes, Stevia Pasquale et Luisa Schulz. Gros turnover, encore une fois, Virginie, un nouveau cycle qui démarre, on le disait, c'est tous les 2 ans apparemment, c'est ça? Ouais, malheureusement oui, avec les moyens que possède Metz Handball, ils ne peuvent pas garder les meilleures joueuses qui partent forcément vers des clubs qui paient mieux, malheureusement. Donc depuis le gros départ des 5 après le gros cycle de la génération dorée avec Laura Glauser, Xenia Smith, Laura Flip, etc. Metz Handball n'arrive pas à garder ses joueuses. Il y a vraiment un gros turnover et même une utilisation accrue du centre de formation de plus en plus par Emmanuel Mayonnaise depuis. Voilà. Ceci dit, les résultats ont plutôt suivi la saison passée. Ça a été une belle saison quand même malgré tout. Oui, après, ce qu'on dit tout le temps, c'est que la force de Metz Handball, c'est de se renouveler, de savoir se renouveler. Et tant qu'en fait, pour moi, le meilleur recrutement de Metz Handball, c'est Emmanuel Mayonnaise en 2015. Parce que c'est lui qui arrive à rendre les joueuses meilleures qu'elles ne le sont chaque saison. Même si on n'arrive toujours pas à toucher cette Ligue des Champions. Pour moi, Emmanuel Mayonnaise emmène Metz Handball au-delà des espérances à chaque fois, malgré le renforcement du championnat, malgré la concurrence qui arrive avec de forts moyens, et on est toujours là, voilà. Alors Arthur, 9 départs, mais il y a eu des arrivées et pas des moindres. Alors si vous voulez, on va faire comme la semaine dernière avec le FC Metz. On va passer en revue les différents postes de l'effectif pour voir un peu les forces en présence. Donc, on va commencer par le poste d'ailière. À gauche, on a Chloé Valentini, donc qui continuera à tenir la boutique. Une des meilleures joueuses la saison passée. Mais peut-être la meilleure à son poste. Peut-être la meilleure, effectivement. Ouais. Voilà, mais alors la saison qui arrive donc va être une année pleine pour elle. La Champions League, championnat du monde. Ça va peut-être être un peu difficile pour elle de maintenir son niveau. Surtout que à ses côtés, donc son poste sera complété par une jeune joueuse qui s'appelle Zaliata Mlali, donc qui vient de Mali, qui vient du centre de formation. Oui, et c'est une très bonne joueuse. Elle est vraiment très intéressante. Elle a fait quelques apparitions en équipe première. Bon, j'ai eu la chance de la voir un petit peu aussi en équipe réserve. Alors en équipe réserve, c'est marrant. Nina Canto, la coach, l'utilisait vraiment à beaucoup de positions pour qu'elle prenne vraiment énormément de responsabilités, notamment offensives, et qu'elle puisse justement être, je pense, être prête quand elle arrivera dans cette équipe de Metz Handball. Laura Canor aurait pu rester. On va pas se le cacher, c'est un choix financier de Metz Handball parce qu'on a beaucoup misé sur Anne Mette Hansen, l'ancienne capitaine de Györ, qui a fait le chemin inverse de Bruna De Paola. On en parlera tout à l'heure. Et donc, à certains postes, on a dû compléter avec des joueuses du centre de formation. Et ces joueuses-là, si elles ont été choisies par le staff d'Emmanuel Mayonnaise, si on leur a fait confiance, c'est qu'il y a une raison, et je pense qu'elles vont donner vraiment beaucoup de choses pendant cette saison. Alors à droite, on va retrouver Lucie Granier, donc qui
qui va pour la première fois évoluer ailleurs qu'à Besançon, donc l'internationale française. Et là, pareil, elle va partager son poste avec Julie Leblévec et la jeune Emma Tuccella qui avait déjà bien dépanné il y a 2 ans avec l'absence de débit. Là, pareil, donc trois joueuses sur l'aile droite. Un petit mot peut-être Virginie, un petit mot sur les 3. Oui, là aussi, il y a un gros pari avec justement pari financier aussi, parce qu'on ne peut pas prendre 2 ailières internationales, malheureusement, après le départ de Déby. Parce que là, voilà, en plus, Lucie Granier est également jeune, donc elle ne doit pas être non plus chère sur le marché du handball. Et donc là, oui, après, c'est pareil, c'est vraiment un pari, parce que Julie, la saison dernière, elle n'a pas vraiment joué derrière Déby Ponte. Donc, où en est-elle au niveau de la confiance en elle, etc. Et puis, oui, après, Matuccella est une ailière très prometteuse, même si, malheureusement, elle est passée un peu à côté de sa compétition en U19, l'Euro U19, mais c'est vraiment une solution derrière, parce qu'elle a rendu tiers service contre Vipers en début de saison, quand comment elle s'appelle, Melvin Debat, qui avait quitté Metz Handball après sa blessure pour se recentrer sur elle-même. Matuccella avait relevé le défi alors qu'elle était toute jeune, elle avait 17 ans à l'époque, donc c'est vraiment une promesse du handball français. Donc après, c'est quand même un vrai pari de ne pas avoir de personne derrière quand même Lucie Granier, parce que c'est un risque si Lucie Granier se blesse. Est-ce qu'il y aura une assurance tout risque derrière elle? On n'est pas sûr. Voilà. Alors au poste d'arrière, on en parlait tout à l'heure, donc Luce Burgard à droite qui s'est blessée, supplée par une Emma Jacques qui est revenue après sa rupture des ligaments croisés, qui a fait un très bon retour, qui d'ailleurs fait partie du dispositif de l'équipe de France. Arthur, tu penses que c'est l'année d'Emma Jacques, c'est l'occasion pour elle de montrer tout son talent? En tout cas, je pense qu'on peut y croire. Elle sera au minimum une backup de luxe de Louise Burgard. Et quand elle va jouer, je pense que c'est une joueuse. Voilà, comme tu l'as dit, elle a été blessée. Et en général, quand on se blesse au ligament croisé, on est absent plusieurs mois. Il faut au moins plusieurs mois de compétition pour vraiment revenir à son meilleur niveau. Et c'est vraiment après ces mois-là qu'on peut vraiment donner le meilleur de soi-même. Et je pense qu'on est dans une année olympique. Emma Jacques, elle a envie d'être aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de concurrence sur son poste en équipe de France. Mais si elle fait une bonne saison, elle a des chances d'aller à Paris en 2024. Donc, on peut y croire, je pense. Surtout si Louise Burgard manque le début de saison, elle aura des minutes et elle sera mise en confiance pendant cette préparation. Et alors, t'en parlais tout à l'heure, donc du côté gauche, là, il y a du lourd, avec cette arrivée d'Anne-Mette Hansen, ex-capitaine de Győr. Alors, c'est un immense coup de la part de Metz Handball d'avoir pu attirer cette joueuse. Et elle sera supplée par Jazz Chambertin, qui arrive de Nice, plusieurs fois appelée en équipe de France. Donc là, Virginie, côté gauche, ça va cette année? Oui, ça va, parce que Anne-Mette Hansen doit aussi quand même retrouver confiance en elle après une des 2 ou 3 saisons difficiles à Győr, même si elle avait un statut de capitaine, mais elle a son statut d'internationale, c'est une grosse buteuse. Ça sera vraiment un élément fort sur la ligne des 9 mètres, ce qui nous manquait un peu ces dernières saisons, parce qu'on avait surtout des joueuses au profil comme Bruna Depola qui s'infiltraient surtout dans les défenses. On avait moins de joueuses qui étaient vraiment arrière depuis, il y avait des gros shoots. Pareil pour Jazz Chambertin, qui faisait partie des meilleures buteuses du championnat la saison dernière. Donc pour moi, même si Jazz Chambertin manque un peu d'expérience de haut niveau, de haut niveau messin, de haut niveau par rapport au niveau messin, pour moi, je suis plutôt rassurée sur cette base arrière à gauche. Voilà. Au niveau des demi-centres, on a un duo qui est plutôt intéressant avec Christine Jorgensen, la Danoise, qui va donc faire sa 2e saison à Metz. Elle a plutôt réussi sa première. Et l'arrivée de Alina Grissel de Dortmund, une internationale allemande. Donc là, pareil, au niveau des demi-centres, l'effectif a l'air à la hauteur. Hein. Arthur, un petit mot? C'est du haut niveau. Tamara Horacek est partie et au final, il y a une joueuse, je pense, du même calibre qui est arrivée avec Alina Grissel. Ça pourrait être intéressant.
On en parlait un petit peu avec la blessure de Louise Burgard. Peut-être qu'il y a une de ces deux joueuses qui va décaler à droite sur certaines séquences, sur le poste d'arrière droit. Et pour évoquer Christina Jorgensen, Manu Mayonnaud est vraiment dithyrambique avec elle. Elle a fait vraiment l'unanimité l'année dernière quand elle est arrivée par son sourire, son niveau de jeu, bien évidemment, la façon dont elle diffuse sur une équipe qu'elle ne connaissait absolument pas. Elle est arrivée à Metz Handball l'année dernière, elle s'est tout de suite vraiment mise au diapason de ce collectif. Vraiment, ce poste de demi-centre, il va être très lourd avec deux joueuses, je pense, complémentaires qu'on va, je pense, voir évoluer ensemble à plusieurs reprises durant la saison, même si elles sont sur le même poste. D'accord, et donc on finit par... alors, les gardiennes, il n'y a pas de mouvement, mais le poste de pivot, donc avec Sarah Boukti, qui est surprenante depuis qu'elle est passée en équipe première, et qui sera doublée donc par Mia Berkic, une internationale croate de 20 ans. Virginie, tu peux nous en dire un mot un petit peu de ce poste de pivot? Ouais, pour moi, c'est l'un des postes qui est assez problématique depuis la blessure de Olga Perideri, d'ailleurs. Parce qu'on a appelé à Sarah à directement performer finalement, même si pour elle on a l'impression que la pression n'existe pas parce que tellement elle a progressé de manière linéaire et très rapide, mais j'ai quand même une crainte elle est surutilisée pour moi depuis 2 saisons. Tant en défense qu'en attaque, elle joue beaucoup trop pour moi, donc j'ai quand même peur à la blessure, surtout que si elle est amenée à être appelée en équipe de France, il y a le championnat du monde et après les JO l'année prochaine, donc c'est aussi là un pari avec Mia Berkic qui a seulement 20 ans et qui est à peine international U20. Pour moi, je crains pour ce poste. Parce que voilà, si Sarah est blessée, est-ce que ce sera une assurance elle aussi, Mia Berkic, même si Metz est connue pour faire progresser toutes les jeunes et les envoyer sur une autre planète. Voilà. Personnellement, Virginie, je pense pas que si on regarde le début de saison de l'année dernière et ce début de saison, je pense pas que Metz Handball soit moins démuni sur le poste de pivot. L'année dernière, on avait une Noémie Barthélemy qui était expérimentée, qui connaissait la D1 et la D2, mais qui n'avait pas joué dans de clubs du calibre de Metz Handball. Là, on a une joueuse prometteuse qui était d'ailleurs à Saint-Amand l'année dernière, prêtée par Metz Handball. Ce qui peut déranger, effectivement, c'est qu'il n'y a pas l'année dernière, Luisa Schultz est arrivée en cours de saison, elle a amené son expérience. Mais bon, là, on a fait le choix de la jeunesse, un choix aussi au niveau des finances, parce qu'on a misé gros, effectivement, sur d'autres postes. Et les blessures, oui, ça peut être un facteur, ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. On va toucher du bois. Metz Handball était plutôt épargné la saison passée, à part quelques petits pépins. Cette année, je sais pas comment ça va se passer, mais l'effectif dans sa globalité manque de profondeur. Tous les postes sont doublés. Il me semble, il y a vraiment un seul poste qui est triplé. C'est sur l'aile droite, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Oui. Alors un poste pour le coup qui est plutôt bien fourni, c'est le poste de gardienne. On retrouve la doublette Sacco Depuisé, donc la doublette d'internationale française. La concurrence va être rude entre les deux. Vous avez votre préférence, Arthur, peut-être? De ce qu'on a vu sur la saison dernière, et vraiment la fin de saison dernière, et surtout depuis qu'elle a été appelée en équipe de France, Atadou Sacco, elle semble avoir un petit peu pris le dessus. Mais on sait que c'est un duo. Quand l'une est moins bien, l'autre peut rentrer. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est vraiment une chance d'avoir deux gardiennes de niveau international. Mais vraiment, gros coup de cœur pour la saison d'Atadou Sacco l'année dernière, parce que elle m'a vraiment... on peut pas appeler ça de la surprise, parce qu'on savait qu'elle avait des qualités, mais elle a vraiment été extra. Sincèrement, je trouve qu'elle est à un niveau qui la porte dans le... Allez, je m'enflamme peut-être, mais dans le top 5 des gardiens en Europe. Virginie, tu connais mieux le niveau européen que moi, mais je pense que je suis pas loin de la vérité là. Bah oui, en effet, je suis d'accord. C'est vraiment l'une des gardiennes européennes pour moi.
Après, c'est aussi parce qu'il y a Emmanuelle Mayonnaise qui met en place tout un système défensif, et même elle aussi, elle est très motivante au niveau, enfin, elle est écrite sur le terrain pour justement resserrer la défense. Oui, pour moi, c'est l'une des meilleures. Ce qui me subjugue personnellement, c'est ses régularités. Bon, il y a quelques matchs où elle est moins bien parce que voilà, les sportifs sont des humaines aussi, mais pour moi, oui, elle est très régulière tout le long de la saison et fait des grosses performances en Ligue des Champions, en championnat. Voilà, c'est ça qui me subjugue avec Tadou Sakho, ouais. Puis on aura peut-être l'occasion de voir la numéro 3, donc la jeune Fatima Camara, donc une internationale française U19, donc qui va être là en joker, en numéro 3. Elle aura peut-être sa chance, parce qu'il y aura quand même pas mal de matchs à jouer, donc qui sait, peut-être elle aura sa chance. En tout cas, on devrait avoir un peu plus de vision sur le jeu de Metz Handball, puisque après Bietigheim, ce mardi, on a un Final Four amical qui a lieu donc ce week-end à Saint-Symphorien, donc au complexe Saint-Symphorien, avec le FTC Rail Cargo Hungaria, Krim Mercator et Budognost, c'est comme ça qu'on le dit. Budognost, yes. Budognost, voilà. C'est monténégrin, donc. Voilà, c'est monténégrin. Donc on espère que Metz Handball ira en finale et retrouvera peut-être le FTC pour une revanche, parce qu'on se rappelle, donc Virginie, que c'est eux qui ont éliminé Metz Handball. Oui, malheureusement, oui, c'est un très mauvais souvenir. En effet, ce quart de finale aller, retour, que le FTC a remonté 7 buts, alors que Metz avait gagné de 6 buts à l'aller. Donc oui, on espère une petite revanche. C'est amical, mais en plus, pour la petite histoire, enfin pour le petit clin d'œil, c'est que c'est aussi le premier adversaire en Ligue des Champions cette saison, donc on sera vite dans le bain face à notre bourreau, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis il restera donc... Pardon Arthur, je te laisse la parole, dis-moi. Non, j'allais dire une nannerie, je disais que j'ai aucun souvenir de ce match, la FTC, ça me fait rien. Hein. Je connais pas. Bon, en tout cas, il restera donc un match amical le 26 août face à Dortmund. Le match sera à huis clos d'ailleurs. Et après, ce sera la reprise. Tu as les dates, Virginie, la reprise exacte du championnat? C'est le 30 août et c'est contre Paris 92 et c'est à la maison. Voilà, elle commence à la maison. Le rendez-vous est pris. Très bien. Eh ben, on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc, après les jaunes et bleus, on va parler du péril jaune du FC Metz d'hier. D'avant-hier, pardon, de dimanche face à Rennes, premier match de la saison, avec une défaite 5-1 face au Stade Rennais. Et donc là, je vais passer la parole à notre ami Kevin, qui attend patiemment depuis tout à l'heure de pouvoir s'épancher. Au moins, j'ai rien dit, j'ai pas dit de bêtises sur mon temps. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Tu as été parfait. Tu penses quoi du jeu de passe d'Emmanuelle Mayonnaise, Kevin? Non, là, je me ferai pas avoir quand même. Un minimum, tu vois, je suis au moins qui c'est Emmanuelle Mayonnaise. Bon, en tout cas, tu sais qui est le FC Metz, et donc j'imagine que malheureusement on sait qui est le Stade Rennais aussi. Hein. On sait qui est le Stade Rennais. Si on s'en souvenait plus parce qu'on était parti dans la division du dessous pendant un an, on est dans le bain, on sait qui c'est. On est dans le bain, voilà. Alors tes impressions justement sur cette première déroute, on va dire presque attendue du FC Metz? Bah, tu connais l'adage, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bah là, je m'attendais à rien, mais je suis pas déçu parce que finalement, tu vois, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, je trouve que c'est quand même une situation qui est, tout le monde va dire effectivement dans un premier temps, allez, c'est que le premier match. Il y a beaucoup de discours qui ont été donnés comme ça ces derniers temps. C'est le premier match, il n'y a pas grand-chose à redire. Voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Faut pas s'emballer. Mais ça fait peur. Ça fait peur, non pas pourquoi, parce qu'en fait, tout simplement, on est supporter du FC Metz depuis suffisamment d'années. Je pense qu'à nous trois, déjà, on cumule pas mal d'années de déception. Oui. Oui, depuis longtemps. Mais ce qui m'afflige le plus, c'est que cette année, c'est clairement... tu sais déjà comment ça se dessine. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai eu la sensation qu'actuellement, le FC, avec l'effectif qu'il a, Bernard Serin a donné une Twingo à Bologna au Grand Prix de Monaco et il a dit allez vas-y, de toute façon on est sur la ligne de départ,
Si tu y vas, tant mieux. Puis si ça arrive, tant mieux. De toute façon, dans tous les cas, c'est voué à l'échec. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur, sincèrement, c'est que le match de Rennes risque d'être assez symbolique sur l'ensemble de la saison. Après, l'avenir nous le dira, hein. Mais moi, ça me fait peur en tout cas. Il faut quand même relativiser. Voyons, dès la première journée, on a un joueur dans l'équipe type. Alexandre Oukidja. Merci, qui prend 5 buts et qui se retrouve dans l'équipe type. Alors justement, je pense que vous avez tous vu sa sortie sur les réseaux sociaux. Arthur, comment, à ton avis, on doit interpréter ce troll de l'équipe Oukidja? Est-ce qu'il est fautif d'après toi sur les buts? C'est pas l'équipe, hein, Gérald. C'est pas l'équipe? Non, c'est pas l'équipe. Hein. À vérifier, mais moi j'ai vu Discord. Oui, c'est purement algorithmique et statistique en fonction de... Il me semble qu'il a fait 9 arrêts, Alexandre Oukidja, mais il en prend 5. Donc, on fait les calculs. S'il avait fait 0 arrêt, il y aurait eu 14-1 pour le Stade Rennais, quoi. Et de toute façon, la stat, je l'ai, j'ai regardé, ils sont dans 29 tirs sur le match, 14 cadrés, et on en a pris 6, quoi. Donc, on en a pris 5, on en rajoute un même. Donc, ouais, ça fait quand même 9 tirs où il n'y a pas eu de but. C'est déjà ça. Ouais, donc c'est peut-être ça, oui, c'est les stats. Ouais, voilà, c'est ça va alors. Ouais. Alors, c'est une belle stat quand même. Mais d'après toi, Arthur, il est fautif sur les buts? On peut lui imputer quelque chose? Ouais, peut-être 1 ou 2 buts, mais dans l'ensemble, il fait son match. C'est peut-être le seul, avec Youssef Maziz qui a mis son but et Miko Tadze qu'on n'a pas trop vu, mais qui fait une merveille de centre pour Maziz. C'est peut-être le seul qui a vraiment sorti la tête de l'eau. Sans lui, vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est un score à 2 chiffres. Hein. C'est dire à quel point la prestation du FC Metz a été vraiment, n'ayons pas peur des mots, lamentable ce week-end. Allez, peut-être qu'Oukidja peut faire mieux sur 1 ou 2 buts quand il repousse le ballon sur un Rennais. Je crois que c'était Salah qui a marqué un des derniers buts. Pas le joueur de Liverpool, hein, un joueur presque. Moi, hier, j'ai vu celui de Liverpool. Hein. J'ai vu celui de Liverpool. Je n'ai vu aucun autre Salah. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'est assez terrible. On a vu une défense aux abois, hein, justement. D'ailleurs, les deux latéraux ont pris un carton jaune. Kofi Kwao, Colin. D'ailleurs, Kwao, qui était amené à remplacer Udol, donc connaît pas du tout le poste finalement. Il a dépanné. Encore une fois, là-dessus, est-ce que d'après vous, messieurs, dames, l'absence de Mathieu Udol a été préjudiciable au FC Metz hier, avant-hier? Clairement, oui. Hein. Ah bon? Clairement, oui. Vas-y, je t'en prie, Kevin. Non, mais t'es sérieux? Non, mais sincèrement, ça aurait rien changé. Enfin, on a la même compo. J'ai regardé la compo d'hier. Si t'avais pas Udol qui était malade cette semaine, la semaine dernière, et à coup sûr, il aurait été titulaire. On aurait eu la même composition d'équipe que contre Saint-Etienne au mois d'avril dernier. Donc, t'as 0 apport sur les joueurs de Ligue 1. T'es monté en Ligue 1 avec cet effectif en Ligue 2 de justesse, hein, parce qu'il faut pas non plus se dire c'est bon, on a gagné la Ligue 2 puis on est arrivé haut la main. C'est pas un effectif comme ça. Il y a eu des effectifs à Metz où on est arrivé à la fin de saison où il restait 1 mois, on était déjà sûr de monter en Ligue 2. Donc là, il y avait des choses qui avaient été mises en place. Là, ça n'a pas été le cas et on a encore cet effectif. Et je suis persuadé que si Udol n'avait pas été blessé, on aurait joué avec Udol avec la même compo que ces derniers matchs qu'on avait joué contre Bastia, qu'on a joué contre Saint-Etienne la fin de saison dernière. Et moi, je trouve ça flippant. Et je suis pas sûr que ce soit la présence de Mathieu Udol qui aurait changé grand-chose, d'autant plus quand on sait le client qui avait en face avant-hier contre Rennes, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 buts qui auraient été évités parce que Kofi Kwao, ça se voit clairement qu'il a fait des erreurs de mec qui ne joue pas à gauche. Il a vraiment... je suis d'accord avec toi dans le fond, ça aurait pas changé la physionomie du match, mais c'est fait manger de A à Z ce dimanche à Rennes. Mais quand même, ça montre que dès qu'il y a un petit truc qui va pas, dès qu'il y a un pépin, une absence... l'effectif il est vraiment court, quoi, et c'est ça qui est vraiment le plus inquiétant. D'ailleurs, la charnière centrale Traoré-Kandé, elle a pas tenu concrètement. En Ligue 2 c'était très bien, mais là on a vu quand même le palier il est haut, hein. La marche est haute, hein, par rapport à Kandé justement qui est pas central de métier, qui a bien dépanné, qui a fait le job en Ligue 1, en Ligue 2, mais là en Ligue 1 t'as un latéral gauche de métier que tu peux mettre pour remplacer Udol le temps d'un match. T'entends le directeur sportif la semaine précédant le match
qui te dit qu'il y a un boulot, qui est monté en puissance, il est numéro 3 de la défense, et tu n'as même pas la possibilité de le mettre titulaire, alors que dans ta politique, tu dis que tu veux faire confiance aux jeunes. Enfin, d'ailleurs, quand Kandé finit le match à gauche, hein, qui est remplacé par Lowe. Ouais, clairement, parce qu'il il n'était pas bon. Ouais, effectivement. Après, ça peut s'entendre que pour un premier match de Ligue 1, tu veuilles absolument reconduire ta défense centrale qui t'a fait monter la saison passée. Ça peut s'entendre, surtout que Kandé, il fait une belle saison l'an passé. Faut pas se le cacher, un poste qui n'était pas le sien, mais je le trouve plus intéressant à ce poste de défenseur central qu'à gauche quand il est arrivé. Je trouve qu'il a pris une autre dimension, il apporte des choses avec sa relance, etc. Mais en face, c'était trop fort. Et puis c'est difficile d'imputer la responsabilité aux deux défenseurs centraux, comme c'est difficile de dire c'est à cause des latéraux que ce match a été perdu. Non, c'est un naufrage collectif d'une équipe qui, comme dirait Ismaël Traoré, qui a peut-être trop respecté le Stade Rennais, qui a pas mis de pied quand il fallait le mettre, qui a pas mis d'impact physique quand il fallait en mettre, et ils se sont fait manger. C'est des U19 contre des seniors, là. Il y a pas d'autre mot. Et c'est quand même assez terrible, parce que tu sais que tu es le FC Metz, tu n'es pratiquement jamais favori quand tu vas à l'extérieur, qui plus est contre une grosse équipe comme ça. Mais si t'as pas au moins la grinta, mais tu peux rentrer chez toi tout de suite. Tu fais forfait, tu perds 3-0, au moins c'est pas 5-1, le goal average, il est moins mauvais si tu fais un forfait. Donc j'ironise, mais c'est dire à quel point ce match a été... Il y a rien à garder. Il y a rien à garder. Tu sais que... la grinta, mais moi ce qui me fait peur aussi, c'est que tu te dis... Bologna, il découvre pas le football. C'est même sans doute l'entraîneur qui découvre le moins le football. Donc, tu vas pas me dire qu'il savait qu'il allait à Rennes, il allait jouer avec le même schéma tactique qu'en Ligue 2, qui n'a pas non plus été extraordinaire. Pas exactement le même. Ah ouais, il a refaire descendre un joueur au milieu de terrain et passer sur un 4-3-3. Mais je suis désolé, quand tu sais que tu vas prendre l'eau, pas l'eau, pas le joueur, que tu si, quand même, mais bon. Attends, je bois un coup pour faire dommage. Tu bois de l'eau, c'est bien. Et du coup, je trouve que c'est, moi, pour le coup, assez flippant de se dire qu'il a reconduit le schéma là, à moins de vouloir faire justement montrer à la direction, dire voilà, vous me donnez les moyens là, la compo d'équipe, c'est celle-là, c'est avec l'équipe qui a le plus de garantie, parce que c'est l'équipe qui jouait l'année dernière en Ligue 2, mais voilà ce que ça donne en Ligue 1. Et j'ai presque l'impression qu'il a saboté presque ce match-là en se disant allez, vas-y, moi je fais mon match avec les moyens qu'on va me donner. Et puis aujourd'hui, je suis persuadé qu'il devait sans doute se dire voilà à quoi le FC Metz s'attend durant tout le week-end, parce que moi ça me fait peur, hein, sincèrement. Tu te dis qu'on est le 15 août, que t'as pas une seule recrue, à part Maxime Collin quand même qui amène de l'expérience, mais bon, il a joué en Champions en Ligue 1 pure, il n'a pas non plus un grand passé sur le niveau. Moi, ça me fait peur, surtout sur un poste où on avait quand même Kouaou à droite, il avait quand même donné pas mal de certitudes. Donc, il y avait d'autres priorités, je pense, et sincèrement, ça fait peur. Moi, ça me fait chier. Un petit mot sur le milieu de terrain, Kevin Ndoram, Daniel Jean-Jacques, Camara, on attendait énormément de lui. Moi, je les ai trouvés sans idée, finalement, et sans grinta. C'est vrai qu'on attend de Kevin Ndoram. Alors, techniquement, tu sens que tu peux avoir quelque chose, mais Jean-Jacques, il nous a habitués à beaucoup mieux en termes d'agressivité. Là, je les ai trouvés éteints. Ils se sont fait manger à chaque instant, en fait. Hein. Arthur, tu as quelque chose à dire sur le milieu de terrain? Comment tu as trouvé cette triplette? C'est le symbole. En général, on dit qu'un match, ça peut se gagner dans la bataille du milieu de terrain, mais là, il n'y a même pas eu de bataille. C'était le Nospour pour faire une référence à Game of Thrones. Ils se sont fait à l'image de l'équipe, ils se sont fait dominer vraiment dans tous les aspects, que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement. Et comme tu l'as dit, un joueur comme Daniel Jean-Jacques, il doit compenser son manque de technique par une grinta de tous les instants. Ça doit être un véritable, pardonnez-moi le terme, un véritable chien sur le terrain. C'est-à-dire qu'il doit mener la vie dure au créateur adverse. Kevin Ndoram dans une moindre mesure, pardon aussi. Certes, c'est un des premiers relanceurs, il est connu pour sa qualité technique, mais il joue en sentinelle, il doit avoir cet impact aussi. Il n'a pas eu cet impact qu'il a pu avoir en Ligue 2, alors que c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1.
Il a ce label de joueur estampillé Ligue 1 qui doit faire passer au FC Metz un cap. Et je l'ai pas vu, je l'ai vu perdu comme les autres hier, Kevin Endoram. Non pas que ce soit à cause de lui que le FC Metz n'avait pas d'impact. Comme on l'a dit, c'est une déroute collective, mais vraiment ce milieu de terrain, c'est le symbole. Et Camara, c'est difficile parce que c'est plus un créateur, ce joueur-là. Donc, Puis c'est jeune, Arthur. Ouais, il a quoi, 18, 19 ans. Enfin, il a quoi? Il a 3 matchs de Ligue 2 dans les jambes. Alors, il y a un joueur qui s'est illustré un petit peu, on va dire même deux. C'est bien évidemment Georges Mikotadze, qui a eu 2-3 ballons intéressants à exploiter, qui a montré qu'il pourrait avoir le niveau de Ligue 1. Il donne un ballon d'ailleurs en or à Youssef Maziz pour le but. Encore une fois, on se rend compte que Mikotadze, c'est le seul qui peut éventuellement nous sortir la tête de l'eau. Et on sait qu'il va partir à 99%. On est presque sûr qu'il va partir. Encore une fois, Kevin, le constat, il est dramatique. Oui, parce que d'autant plus que quand tu sais qu'on est capable de faire des résultats comme ça à Rennes avec Georges Mikotadze, qu'est-ce que ça va être quand on va pas l'avoir, quoi. Concrètement, aujourd'hui, déjà, il y a quand même une chose qu'il faut noter qui était quand même assez appréciable, c'est la réaction. On prend un but, une minute après, je crois que personne s'y attend à ce qu'on égalise. On a cette chance-là, d'un coup de génie, encore une fois, de Georges qui part côté droit et puis qui trouve parfaitement Maziz. Mais après, voilà, il y a quand même aussi l'aspect positif là, c'est que ces joueurs-là, ils ont quand même ils se connaissent. Beaucoup ont joué à Serein ensemble, puis après une saison complète au FC Metz. Donc il n'y a pas de cette excuse d'automatisme, par exemple, que peuvent avoir certains effectifs quand ils sont complètement remaniés en début de saison. On n'a pas ce prétexte-là. C'est ça aussi qui me fait peur, c'est qu'à la limite, dans un contexte d'un match difficile à Rennes, tu as un collectif, tu connais tes coéquipiers, tu connais comment tu vas jouer. Tu reviens pas avec une valise comme ça aussi lourde de Rennes. Et même à un moment donné, Bologna de lui-même, il aurait peut-être dû dire c'est bon, on ferme, on fait un truc là, on arrête le fiasco parce que ça partait n'importe comment. Et donc pour revenir sur Mikotadze, moi ce qui me fait peur, c'est que on a vu l'entrée de Tété. On va lui laisser quelques matchs. Mais est-ce qu'il en aura les moyens? Est-ce qu'on aura les moyens d'attendre quelques matchs pour Tété? Je sais pas. Est-ce que le schéma tactique que Bologna envisage pour la saison lui conviendra? Je sais pas. Et du coup, qui c'est qu'on va prendre entre le 15 août et le 1er septembre avant la fin du mois? Ça me fait peur. Comme l'a dit Laszlo Bologna en parlant de Tété, je ne sais pas encore comment on va mettre cette plante-là dans notre jardin. Ça veut tout dire. Ils n'ont jamais joué avec un pivot comme ça. Vraiment, si Mikotadze part, ce qui sera vraisemblablement le cas, parce que Pierre Drossi a dit que le FC Metz avait budgété des ventes lors de son passage à la DNCG, et il faut pas être un sorcier pour comprendre que la seule vente importante du FC Metz, ça peut être que Georges Mikotadze. Ça fait vraiment flipper. Clairement, Maziz qui est annoncé partant aussi. Alors Maziz et Mikotadze, les deux partants. Après, Maziz, je pense que le club va quand même faire l'effort de le conserver, parce que sinon, il y a plus personne dans ce secteur du jeu. Personne, on est d'accord. J'ai eu une petite réflexion d'un proche irlandais qui suit énormément assidûment le football européen et qui m'a annoncé que Benjamin Tété était ou sera notre nouveau Skouka, messieurs. Donc voilà, tout est dit. J'espère qu'il se trompe. Il va mettre du coup un penalty avec la réserve en N3, c'est ça? Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être ouf. On va attendre, bien sûr, on va lui laisser sa chance. Je pense que je suis pas sûr que ce soit contre Marseille qu'on va voir quelque chose, mais bon, sait-on jamais. On va écouter juste la réaction de Maxime Collin à l'issue du match, avec donc ce discours plein de bon sens et de positivisme. Très dur entrée en matière cet après-midi pour le FC Metz face au Stade Rennais qui était vraiment au-dessus du lot. Ouais, on a réussi à revenir au score en première mi-temps, ce qui était le point positif de la journée, j'ai envie de dire. Mais même en première mi-temps, on a eu du mal sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Donc, ce que je disais aussi, on a à un moment donné, quand t'encaisses comme ça, et puis en deuxième mi-temps, tu dois dire bon, bah voilà, aujourd'hui, tu
t'arrêtes à 3-1 et tu t'encaisses pas. Donc de prendre le 4e, le 5e, à un moment donné, c'est un peu trop. C'est pas pareil. Hein. Si tu perds 3-1 ou 5-1, chaque but compte. Donc il faut pas se résigner. Et des fois, bon, si tu vois que tu prends un petit peu l'eau, ben tu bloques et tu t'empêches. Et un 3-1, c'est mieux qu'un 5-1. Perdre 5-1 d'entrée de jeu avec une peut-être différence de niveau entre les deux équipes, est-ce que c'est inquiétant? Après, il ne faut pas non plus, c'est le premier match de la saison, c'est quand même une équipe européenne, donc non, mais bon, c'est bien, enfin c'est bien. Directement, ça te remet, dès la première journée au moins, ça remet les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, donc c'est peut-être un mal pour un bien, je l'espère. Ouais. Parce que vous avez beaucoup de joueurs inexpérimentés, est-ce que peut-être que ça a joué dans l'approche du match, peut-être? Ouais, peut-être au début un petit peu, mais bon, en marquant ce but tout de suite, ça nous a quand même remis bien mis. Je dis quand même, c'est quand même le point positif d'aujourd'hui. On a réussi à répondre tout de suite. Donc ouais, non, il faut, comme j'ai dit, ça remet les pendules à l'heure et il faut vite se mettre au travail et puis se rendre compte de l'exigence que c'est de la Ligue 1. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous vous êtes dit après le match dans le vestiaire? Voilà, il y a toujours de la frustration après un match comme ça, donc non, il faut se remettre au travail et puis le prochain match arrive rapidement, donc faut vite se remettre la tête à l'endroit et puis se préparer pour vendredi. Arthur, justement, donc ce que vient de dire Maxime Collin, qu'est-ce que t'en penses? Il y a quelque chose qui est intéressant dans son discours, c'est que ok, tu perds 3-1, etc. Mais derrière, tu dois fermer pour pas te prendre une valise et pas te faire humilier de la sorte. Parce que sur le papier, tu perds 3-1 à Rennes, tu dis bon, ok, c'est normal, c'est Rennes. Et t'en prends 5, c'est tout de suite, c'est quasiment de l'ordre de l'humiliation. Et c'est, pour reprendre les mots d'Angelo Salemi dans le Républicain Lorrain du jour, d'après le match, c'est à la limite de l'acceptable pour un promu de ne pas être à ce point impliqué dans les duels, dans l'intensité, etc. Mais peut-être, comme dirait Maxime Collin, pardon Kevin, que cette claque sera peut-être un mal pour un bien de se dire oh, on se réveille les gars, on est en Ligue 1, c'est plus Tartampion en face, c'est plus le Pau FC, c'est plus Rodez, même si Pau et Rodez font des misères aux Girondins de Bordeaux, mais ça c'est une autre histoire. Désolé Virginie, je sais que tu es originaire de là-bas. C'est quand même il faut se réveiller à un moment. Il faut se réveiller. D'ailleurs, Traoré qui a été très virulent à la fin du match. On n'a pas les images, mais donc aux caméras de Canal+, Traoré était à chaud, très très remonté sur l'attitude justement de ses joueurs. Hein. En contraste justement avec la réaction de Maxime Collin en après-match, où on voit vraiment Ismaël Traoré qui était vraiment la réaction à chaud, hein, vraiment en colère. Je pense que s'il avait pu citer des noms, il en aurait cité, parce que sincèrement, on voit dans son regard qu'il en avait après certains. Après, voilà, ça, là, il connaît bien la Ligue 1 par rapport à Collin. Il connaît bien la Ligue 1, il sait l'implication que ça demande et le discours positif d'après-match de Maxime Collin et de Laszlo Bologna était presque obligatoire. Enfin, tu prends 5-1 pour le premier match à Rennes. Le prochain match, tu sais que tu joues à Marseille, tu joues à Metz contre Marseille. Tu as vite fait de dire deux matchs avec peut-être 2 valises potentiellement. Après, va recruter des joueurs derrière. Qui a envie de venir à Metz dans un scénario comme ça où tu sais que déjà tu arrives dans les pieds, tu sais que tu vas jouer le maintien et que encore si tu le joues, parce que ça se trouve au mois d'octobre c'est déjà plié. Donc, il faut quand même que malgré tout ils aient un discours positif parce que sinon au club, au bout d'une journée c'est fini quoi. On emballe les valises et puis on arrive en Ligue 2 et puis on est déjà parti quoi. Donc un autre qui connaît très bien la Ligue 1, c'est Laszlo Bologna. On va écouter tout de suite son intervention qui se voulait à un minimum rassurante. On écoute ça tout de suite. Qu'est-ce que je ressens? Ce qu'il ressent un coach quand il a perdu comme nous on a perdu. Donc je suis pas trop abattu parce que le résultat il est tellement logique que à partir de maintenant, c'est pas la peine de chercher des explications. On a joué contre une équipe qui, au niveau de vitesse de jeu, au niveau de contact physique, au niveau de savoir-faire, ils sont au-dessus de nous. Et il faut apprendre le plus rapidement possible de jouer contre des équipes de ce niveau. Ça, c'est l'objectif principal. On a vu quelques prestations lesquelles ils sont, disons,
plus ou moins rassurant, mais très peu. Très peu, il n'était pas doublé par des autres prestations, lesquelles il aurait pu compléter les quelques éléments lesquels on les a eus. Si ça m'inquiète, ça fixe des objectifs sur lesquels on doit faire le maximum pour progresser. On a joué contre une équipe qui est une équipe forte en France. C'est une équipe laquelle, depuis des années, il est haut niveau. Et nous, on est une équipe laquelle fait des efforts pour retrouver éventuellement le haut niveau. Pour l'instant, on n'est pas là-bas. On a promové, mais de jouer comme il faut jouer en première division, on a encore des choses à faire. Voilà. Je crois que, disons, les 20 dernières minutes de première mi-temps, c'était pas si mauvais que ça. Je retiens la bonne prestation de Ukinjam et Inutile. Dans l'axe, on a eu quelques bonnes présences. J'attendais plus de la part de notre milieu de terrain. Et puis il nous manque quelques kilos dans l'équipe en général, mais surtout en attaque. Arthur, une réaction par rapport à ce discours de Laszlo Bologna? Bon, rassurant, je sais pas, mais il protège peut-être ses joueurs face à la presse. Je pense pas qu'ils tiennent le même discours dans les vestiaires quand on a manqué d'absolument tout. Mais si on prend dans la logique pure et dure, oui, il n'y a pas d'explication à trouver. Enfin, l'explication, elle est toute trouvée de cette défaite du FC Metz à Rennes. Mais puisqu'on aime les conclusions hâtives, c'est notre métier, j'ai envie de dire. Ce FC Metz là, selon moi, il apparaît à l'instant T comme la pire équipe de Ligue 1 et pas de peu. Il n'y a pas plus faible, hein. Il n'y a pas plus faible. Et on l'a vu sur les résultats de cette première journée par Clermont qui a perdu 4-2 à Monaco. Contre Monaco, je ne sais plus si c'était à Clermont ou à Monaco. C'est quand même pas rassurant. Et cette équipe-là, c'est la plus petite valeur marchande, hein, de toute façon, sachant qu'en plus les trois quarts de cette valeur marchande sont grâce à Georges Mikotadze qui va partir. Donc effectivement, il y a de quoi être inquiet. Hein. Il n'y a pas de joueurs de Ligue 1 dans cette équipe en fait. Il y a Oukidja, Traoré et Endoram. C'est tout. Ouais. C'est tout. Alors, on ne pourra pas se maintenir sans joueurs qui connaissent ce championnat. C'est pas possible. Et il reste 15 jours là sur le mercato. Va falloir cravacher. Kevin, un rebond face à l'OM, est-ce que tu y crois? Parce que Metz a les capacités justement de se relancer face à son public. Après, ça dépendra peut-être aussi du contexte, puisque Marseille doit encore jouer en Coupe d'Europe. Donc il y aura peut-être aussi voir quel Marseille va se présenter à Saint-Symphorien. J'ai envie d'y croire parce que je sais que peut-être que cet effectif-là aussi a obtenu des points en fin de saison dernière à domicile grâce au soutien du public. Je l'espère sincèrement parce que moi ça me ferait mal la panse de savoir que certains se placent au stade pour prendre en humiliation comme ils ont pu faire à Rennes. J'espère en fait vraiment le faux pas et que cet effectif prenne conscience en fait du réel niveau de la Ligue 1 et puisse être justement à ce niveau-là contre Marseille. Mais j'ai du mal à y croire, sincèrement. Ça... Mais moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est surtout déjà un peu plus de que les deux équipes soient à peu près sur le même niveau et qu'on n'ait pas une si différence durant tout le match, quoi. Marseille, donc, qui, on le rappelle, a gagné son premier match face à Reims. Après avoir encaissé un but, ils sont revenus dans le match. Et il y a un certain Ismail Assar qui est entré en cours de jeu et qui a déjà délivré sa première passe décisive et qui devrait retrouver donc le Stade Saint-Symphorien. Alors Arthur, est-ce que tu es heureux de retrouver Ismail Assar face à Metz vendredi? Tu viens de me motiver à aller au match juste pour Ismaïla. Non, mais ça fait plaisir parce que c'est un garçon que on était tous tristes quand il est parti à Rennes parce que
il nous avait émerveillé pendant 6 mois, hein, parce que quand on se rappelle son arrivée de Génération Foot, il a mis un peu de temps à s'adapter dans une équipe qui avait des joueurs de Ligue 1, des Erding, des Coad, des Jouffres, etc. Et Ismail Assar, il a progressé depuis. Ouais, apparemment, c'est pas sa taille. C'est quand même assez extraordinaire cette histoire. Et il s'était un petit peu non pas perdu en Championship. On sait que quand il était à Watford, le club avait refusé une offre XXL de Liverpool. Au final, il se retrouve à partir à Marseille pour un prix un peu moins important, mais dans une équipe qui est vraiment très intéressante du haut de tableau de Ligue 1. Et puis ça reste quand même l'OM. Et ça va me faire chaud au cœur de le revoir à Saint-Symphorien, parce que c'est un des tout meilleurs joueurs en termes de talent pur, en termes de jeunes joueurs rêvé la messe qui a foulé la pelouse de Stade Saint-Symphorien avec le maillot Grenat ces dernières années. Et donc ce sera toujours très intéressant à voir. Pour terminer ce talk, messieurs, dames, un petit pronostic. Alors Virginie, je sais que tu n'es pas intervenu, tu ne maîtrises peut-être pas forcément la question. Peux-tu me donner ton pronostic pour ce Metz Marseille de vendredi? Allez, fais-nous rêver. Oh là là. Si je me fais tuer par les supporters. C'est pas grave. On se fait tuer toutes les semaines pour nos pronostics. Pour le coup, j'aimerais voir Marseille perdre, parce que c'est pas Marseille, je le porte pas dans mon cœur, mais bon, je dirais 3-0 pour Marseille. Allez. Désolé. C'est rude. Ouais. Kevin, dis-moi, quel est ton pronostic? Sincèrement, en l'état, je vois pas comment on pourrait aller. C'est le supporter qui doit parler ou c'est non. Soyons justes. Dis-moi ce que tu ressens. Je dirais 2-1 pour l'OM. D'accord, Arthur. Moi, la semaine dernière, j'avais joué la carte de l'optimisme, parce que on se dit que les gros, ils sont peut-être pas prêts tout de suite, et le FC Metz, sur sa dynamique de promu, est prêt, etc. Mais la réalité des choses a vite frappé les grenats. Je pense qu'il y aura quand même une petite réaction d'orgueil du FC Metz, parce que c'est un match à la maison, on sera porté par le public. C'est quand même pas des joueurs qui ont envie de se prendre des tôles à chaque match, mais je pense que quand même Marseille va faire la différence au bout du compte. Et allez, pour pas imiter Kevin, je vois un 2-0 pour l'OM, mais dans un match qui aura été serré jusqu'au bout. D'accord. Alors, en parlant d'optimisme, j'étais le seul à voir. Justement, alors moi, le premier match, j'avais donné 0-1. Match victoire de Metz à Rennes. Je m'étais dit, pour le premier, je vais faire plaisir aux gens et je vais laisser parler le supporter en moi. Non, mais après tout, c'est vrai que tu pars dans l'inconnu au début. Tu te dis, bon, on sait jamais, sur un malentendu, un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Donc du coup là, j'ai deux solutions. Soit je reste supporter jusqu'au bout. Il y a bien un jour où j'aurai raison. Voilà. Soit je suis pragmatique. Et là, dans ce cas, je dirais une victoire écrasante de Marseille, genre un 3-1 ou un 4-1, malheureusement. Parce que j'ai vu les images et encore une fois, on est face à des joueurs qui ont du talent, qui ont de la grinta et qui vont nous manger à tous les étages. J'espère me tromper encore une fois. En tout cas, on verra ça très bientôt, parce que c'est déjà vendredi à 21h au Stade Saint-Symphorien. Sur ce, messieurs, dames, notre émission se termine, notre deuxième rendez-vous du Talk by Let's Go Metz. On va se retrouver très bientôt pour d'autres émissions. On parlera d'autres sports. Je pense que on parlera la semaine prochaine. On fera un débrief de ce fameux match contre l'OM. Et messieurs, dames, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Let's Go Metz, de lire nos articles. Ça fera plaisir à tout le monde. Et c'est gratuit, comme toujours. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Bye bye.